Bonjour à tous, 10 minutes, comme le numéro qu'il portait. C'est la durée de ces podcasts qui vont compter les anecdotes des matchs les plus incroyables de sa formidable carrière. Alain Giresse, c'est 3 maillots, 587 matchs, 164 buts. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, champion d'Europe avec les Bleus et entre autres, vice-ballon d'or France Football. Mais c'est aussi et surtout des centaines d'anecdotes incroyables. Gigi, aujourd'hui nous allons évoquer, d'abord le 23 juin 1984, qui est la date de la demi-finale face au Portugal. Et puis, quand vous le voudrez, on évoquera aussi cette finale, puisque vous avez été sacré champion d'Europe. Oui, on est sorti de cette phase de poule en finissant premier et on se retrouve à Marseille contre le Portugal. Alors, je vous dis pas l'ambiance, l'ambiance façon Marseille, c'est-à-dire vraiment une ambiance extraordinaire avec un soutien de tous les instants, un vélodrome plein à craquer et là, effectivement, on est en demi-finale du grande compétition et on se rappelle Séville. Alors vous allez me dire que j'y reviens toujours. Oui, mais parce que c'est un élément important. Et là, on se dit, on a quand même appris de Séville, d'une demi-finale, et donc on va essayer justement tout ce qu'on n'a pas pu empêcher quand les Allemands vont réaliser. Par contre, on joue des latins. Et là, c'est pas ceux qu'on préférait parce qu'ils avaient peu les mêmes caractéristiques techniques que nous, de vivacité, un petit peu de vice, etc. Donc, voilà. Et ils nous ont posé des gros problèmes. Mais vous étiez favori quand même. Alain, vous étiez favori. On était favoris, bien sûr, mais parce qu'on était chez nous, parce que on avait fait la demi-finale en 82 de la Coupe du Monde. Oui, donc on avait cette base-là. Mais bon, favori, c'est une étiquette. Ça donne ni plus ni moins que le droit sur le terrain d'être bon et d'aller chercher le résultat. Et c'est ce qui s'est passé dans cette rencontre, qui a été accrochée, qui a été intense, qui a été à suspense. Donc, et on l'a bien mené. Et surtout, ce qu'il y a d'important, c'est que on est allé au bout, puisque à un moment donné, le résultat n'a pas été à notre faveur. Mais on savait aussi que en 82, les Allemands n'avaient pas le résultat à la faveur. Ils avaient su retourner à leur avantage. Et c'est un petit peu ce que nous avons su utiliser pour justement nous l'appliquer à nous-mêmes. Alain, à titre personnel, j'ai plusieurs questions. La première, c'est est-ce que vous aviez, vous, étudié le milieu de terrain défensif adverse, enfin ceux qui étaient dans votre zone? Et la deuxième question, et j'espère que vous répondrez aussi donc à la première, est-ce que c'est vrai que vous avez dit à Michel Platini de laisser à Domergue de tirer le coup franc? Les étudier, oui, on avait une idée, mais nous, et c'est pas faire preuve de suffisance, nous, on imprégnait notre jeu. C'est-à-dire qu'on avait suffisamment maintenant de maturité dans notre jeu, d'expérience, de confiance, pour se dire que c'est eux qui vont tenir compte de nous plutôt que nous, on va tenir compte d'eux. Enfin, certes, même si évidemment leurs arguments, on essayait d'en tenir compte, mais voilà. Donc de ce côté-là, il fallait que nous, on imprimait le jeu, quel que soit notre jeu, quel que soit l'adversaire. Alors après, sur le coup franc, Michel Platini, la faute, elle est sur lui. Il a mal au genou et puis on parle de la position, puis je dis pas, il faut qu'il tire. Je dis, mais tu sais, là, il y a Jean-François, là, il a un bon pied gauche, Et Michel qui venait un petit peu de te toucher et il a laissé faire à Jean-François Domergue. Ce qui a trompé Bento, le gardien, parce qu'il s'attendait à ce que la frappe, ça soit Michel Platini qui passe au-dessus du mur pour aller, comme il les mettait dans les lucarnes. Et en fait, il anticipe un petit peu et la frappe, le pied gauche de Jean-François Domergue a mis le ballon tout droit de l'autre côté de la lucarne, là où Bento n'avait pas anticipé. Donc oui, c'est sur ce moment-là, voilà, il y a eu une prise de décision qui a été faite pour le frappeur. Est-ce que ça veut pas dire, Alain, que Platini, dont on dit quand même qu'il avait, comme tous les grands champions, beaucoup d'ego, est-ce que ça veut pas dire aussi que sur le terrain, vous étiez l'un des seuls qui possiblement pouviez lui faire changer d'avis ou tout au moins
Il avait une écoute attentive à vos propos. Moi, je me bats contre ces histoires d'ego, puisqu'on dit c'est pas ça, ego. Il avait de l'orgueil, de la fierté des grands champions qui veulent gagner des titres. Alors maintenant, on appelle ça de l'ego. Bon, ok. Mais en même temps, il comprenait la nécessité et le sens collectif et de l'apport de tout le monde. Donc, on pouvait évoquer avec Michel des choses. Moi, je pouvais en parler avec lui. Et effectivement, je n'avais pas de souci avec Michel pour parler. Surtout quand on parlait de choses qui avaient une raison d'être, quoi, qui avaient une cause. Donc, en l'occurrence, la preuve, et puis lui, il comprenait aussi. Attendez, il n'était pas en disant, ne me touchez pas, moi je fais ce que je veux, comme je veux, sans me préoccuper de vous, pas du tout. Donc là, on est d'accord, on connaît toute l'histoire de ce match incroyable. Tigana sur le côté droit. Vous êtes où situé sur ce troisième but qui nous permet d'aller en finale? Moi, je suis dans la suite. Parce que Jean Tigana récupère un ballon et puis ça va percuter sur le côté droit. Je suis dans l'accompagnement, en équilibre pour rester avoir de la présence au milieu. Voilà. Puis je suis l'action et puis Jean Tigana qui s'arrache, qui va au bout du bout, qui redresse ce ballon avant qu'il sorte en ligne de but. Et Michel, avec beaucoup d'adresse et de vista, lève sa frappe, parce que s'il met une frappe au sol, il aurait été contré par le gardien. Et là, il a mis au-dessus de tout le monde. Et puis voilà, c'est la délivrance et la certitude qu'on va se retrouver en finale de la Coupe d'Europe. Vous aviez forcément peur des pénaltys, mais vous vous retrouvez en finale. On est le 27 juin 1984. Au Parc des Princes. Vous êtes dans quel état, vous, Alain, à ce moment-là? D'abord, se dire qu'on est tous en finale. La France est en finale. C'est la première fois pour une équipe nationale de se retrouver en finale d'une grande compétition, d'une continuation continentale. Voilà. Et là, on se dit, on revient au Parc des Princes, c'est notre jardin préféré. Il faut pas la rater, quoi. Il faut pas la rater. Donc là, on est dans un état de, comment dirais-je, pas de 13, mais de concentration énorme. Nous allons à Paris, nous avions un autre refuge, c'était pas un hôtel, c'était dans un cloître, oui, on était à côté des moines qui étaient là. Oui, non, mais c'est vrai, c'était là qu'on se préparait, en dehors de tout, dans une bulle, enfermée, et c'est là qu'à chaque fois, on préparait nos matchs à Paris pour cette compétition. Voilà, et là, son père. Et la journée, ça a été une journée longue, très longue, pesante, énormément pesante. Impossible après le repas, de faire une petite sieste, un petit repos, impossible. Moi, je me levais, j'allais au couloir, il y avait d'autres collègues qui jouaient aux cartes, je revenais, me chercher le repos, impossible, il y avait une tension énorme dans ce jour-là. Et pareil après la causerie Michel Hidalgo, quand on est parti au Parc des Princes, pas un mot dans ce bus, pas un mot. On était vraiment dans un autre monde, quoi, dans une intensité de concentration assez impressionnante et que j'ai pas beaucoup connu. J'ai pas connu parce que là, on était au bout, quoi. C'était dernière marche et il fallait pas la rater. C'était le match à gagner à tout prix. Vous partagiez la chambre avec qui? Personne. On était tout seul, toujours tout seul. On était tout seul. Donc dans ces phases finales, on avait chacun sa chambre là. Et donc moi dans ma chambre, j'avais l'impression, je sais pas, moi, je tournais en rond, je m'allongeais, je me relevais, j'allais à droite, à gauche. Et c'était un peu, tout le monde était un peu dans ce même état. Et après, il a fallu partir, aller au parc, rentrer dans l'ambiance là, rester concentré, ne pas se détourner de l'essentiel. Et Michel Platini nous l'a vite rappelé avant de rentrer, après l'échauffement. Il nous a dit, on rentre sur le terrain, pendant les hymnes, le regard sur la Coupe du Monde, qui était justement devant le président. Le lapsus, Alain. Vous avez dit la Coupe du Monde. Oh, pardon, la Coupe d'Europe. J'aurais aimé que ça se passe pareil, mais c'était la Coupe d'Europe, elle était là, elle était posée, et il nous a dit, pendant les hymnes, le regard sur cette Coupe du Monde, comme si on voulait, la tirer, la magnétiser et nous la mener. Et voilà, mais c'est un truc que la haute compétition, c'est impressionnant parce qu'on est dans des situations, on n'est pas du tout nous-mêmes, mais en même temps, ça transcende, ça met dans un état, c'est l'état qui permet d'être des compétiteurs et d'être prêt
à faire face à toutes les situations, à entreprendre les situations, à contrarier les autres, à créer du jeu, enfin, tout ça. Et alors qu'on se dit, mais dans l'état où on est, mais on sera incapable de jouer. Mais non, ceux qui connaissent ça, l'approche d'une grande compétition, c'est assez impressionnant de se rendre compte l'état dans lequel on est et qui permet justement de répondre présent à ce que la demande réclame, quoi. C'est-à-dire d'être présent pour une finale d'un championnat d'Europe. Pour une fois, Alain, dans ce podcast, tout le monde m'appelle Gigi. On a dit qu'on ferait les 10 minutes comme le numéro que vous aviez dans le dos. Bon, là, en équipe de France, vous n'aviez pas le 10, alors on va s'autoriser un tout petit peu dépassé. Est-ce que vous aviez un rituel avant d'entrer sur la pelouse? Est-ce que, comme aujourd'hui, les joueurs font une reconnaissance en costume, est-ce que c'était comme ça aussi à votre époque? On a reconnu le terrain, chacun le terrain, pour prendre la mesure de la pelouse, si elle était dure, souple, pas souple, arrosée, humide, bon bref. Après, moi, mon rituel, c'était toujours celui que je faisais dans le couloir de l'Escure, hein, me taper les pieds contre la paroi du couloir. En l'occurrence, en sortant des vestiaires du Parc des Princes, j'ai tapé aussi mes deux pieds, pied droit, pied gauche sur le mur. Voilà, c'est tout. J'avais pas plus de comme ça de manie ou d'habitude. Est-ce que vous avez fait un bon match, Alain? Est-ce que vous avez fait une belle finale, vous, à titre personnel? Correct, sans plus. Non, c'est pas d'une brillance, mais je dirais que c'est, même dans les 5 matchs que l'on a fait, c'est pas pour me dédouaner, c'est pas notre meilleur match en termes de prestations, de jeu. Il y a eu des matchs contre la Belgique, le Portugal, même Danemark, c'était plus élevé. Là, on était dans l'esprit de, il ne faut pas rater. Il faut être clinique, comme on dit maintenant. Il faut être clinique. L'objectif, la gagne. D'ailleurs, quand Michel a marqué le premier but sur cette malheureuse faute, alors qu'on a d'âge des malheureuses parce que je connais le personnage et que c'était dommage pour lui, tant mieux pour nous. Là, on s'est dit maintenant, on mène. On a eu mené en 82, là on mène et les choses, on va les maîtriser. Là. Et on va tenir. Et on va être rigoureux. Et on va savoir jouer avec le score. Chose qu'on n'avait pas pu réussir en 82. Donc voilà, les données, l'essentiel. On est allé à l'essentiel. Alors c'était âpre, c'était parce que les Espagnols ont été un petit peu, ont dépassé quelquefois la ligne blanche dans les comportements, dans les attitudes, notamment avec Luis Hernandez. Mais nous, c'était l'essentiel, de gagner la gagne. Et puis après, on l'a réalisé. Et sur le but de Bellone, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, là? Point final. Je cours, je saute, je lui saute dessus, on se saute tous dessus, là c'est terminé. C'est, comment on dit, in the pocket. C'est là, la coupe là-bas. Eh ben, maintenant, on l'a tellement regardé, on va vraiment aller la chercher. Ça, c'est sûr. Alors, on est plus que dans la certitude. Plus on finit à 10, mais bon, pour nous, c'est fini. C'est fait. C'est dans la poche, quoi. Et là, ce sentiment de plénitude après, quand vous rentrez à Bordeaux, vous êtes dans quel état d'esprit, vous, Gigi? Un titre, c'est, alors, vous savez, maintenant, on peut toujours faire les débats. Oui, mais là, le match, l'action, la passe, oui, discutez, parlez. La coupe, elle est là. La coupe, elle est là. Ça réduit tout. C'est nickel, c'est fini. Le titre, il est acquis. Un titre, c'est une valeur, c'est la dimension. Vous êtes les meilleurs, vous avez gagné la compétition. On peut toujours rentrer dans les détails, fatalement. Mais de faire quelque chose de A à Z, sans que nickel, d'une façon impeccable, c'est difficile. L'important, c'est quoi? Vous avez un titre à gagner. Et tout d'un coup, on va chercher quoi? Vous pouvez toujours le faire de votre côté. Nous, on est tous à notre joie, à notre bonheur, à notre plaisir, et qui plus est partagé, puisque on le dit encore, et maintenant on y voit que ce match-là, la fameuse formule, nous aussi, à jamais les premiers, puisqu'on était la première équipe en sport collectif, à gagner un titre continental, pas que le foot, le volley, le basket, le hand. Personne n'avait gagné quoi que ce soit, et nous on était quand même les premiers. C'est pas ça c'est secondaire. L'important c'est que voilà, ce que nous on a vécu pour le football français, pour la France, c'était ça le plus beau à vivre. Merci Gigi, et à très bientôt pour un nouveau match et un nouveau podcast. À bientôt et avec plaisir.